J'ai besoin d'une mère pour mes filles et vous, d'un foyer. » Les mots du baron résonnèrent dans la pièce silencieuse comme un lointain coup de tonnerre, portant le poids d'une proposition qui changerait à jamais le destin d'une femme qui n'avait déjà plus rien à perdre. Hélène Dubois n'aurait jamais imaginé accepter une demande en mariage faite non par amour, mais par nécessité mutuelle. Mais en ce matin brumeux d'août 1893, alors que ses mains tremblaient en tenant la lettre qui scellerait son avenir, elle découvrit que parfois le salut arrive vêtu de pragmatisme et que le véritable amour peut naître exactement là où l'on s'attend le moins à le trouver. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. La vallée de Montvert s'éveillait sous un manteau de brume qui transformait les plantations de café en une mer grise et ondulante. C'était une de ces matinées froides typiques de la campagne française, quand la rosée pesait sur les feuilles et que le silence n'était rompu que par le chant des merles chanteurs. Au sommet de la colline, la grande maison coloniale se dressait, imposante, avec ses murs blanchis à la chaux et ses fenêtres en bois sombre, comme un monument à la prospérité et au deuil. Cela faisait 3 ans que cette maison ne connaissait plus la joie véritable. 3 longues années, depuis que Madame Lucie de Montvert avait fermé les yeux pour la dernière fois, emportant avec elle les rires d'enfants et la musique qui remplissait autrefois chaque pièce. Hélène observait la propriété par la fenêtre de la calèche louée, sentant son estomac se nouer de nervosité et d'attente. À 24 ans, elle portait sur ses épaules le poids d'une chute sociale vertigineuse. Il y a seulement 2 ans, elle était la fille du respecté docteur Antoine Dubois, un médecin réputé qui soignait les familles les plus importantes de la région. Elle vivait dans une maison confortable, avait de nouvelles robes à chaque saison et des cours de piano avec la meilleure professeure de Lyon. Mais la fièvre typhoïde n'avait respecté ni les diplômes ni les réputations. Elle avait d'abord emporté sa mère, Madame Marianne, laissant père et fille accrochés l'un à l'autre dans la douleur partagée. Puis, comme si la cruauté du destin n'avait pas de limite, la même maladie était revenue chercher le médecin qui avait dédié sa vie à la combattre. Hélène avait assisté impuissante à la déchéance de son père, délirant de forte fièvre, appelant le nom de son épouse. Quand il partit, il emporta avec lui non seulement le dernier lien familial qu'elle possédait, mais aussi la sécurité financière. Les dettes accumulées avec les médicaments importés et les traitements expérimentaux consommèrent rapidement le petit héritage. La maison fut vendue pour payer les créanciers, les meubles mis aux enchères, les bijoux de famille remis aux usuriers. En quelques mois, Hélène passa de demoiselle respectable à jeune femme sans abri, dépendante de la charité lointaine de parents qui la recevaient de mauvaise grâce. Elle passa 6 mois chez une tante maternelle à Toulouse, dormant dans un petit débarras et aidant aux tâches ménagères en échange de nourriture et d'un lit. Elle n'était pas maltraitée ouvertement, mais elle sentait dans chaque regard, dans chaque soupir impatient qu'elle était un fardeau. Puis elle alla chez un cousin paternel à Marseille, où elle s'occupa de 5 jeunes neveux sans recevoir un sou, traitée plus comme une domestique que comme un membre de la famille. C'est là, pendant les longs mois d'humiliation silencieuse, qu'Hélène comprit une vérité amère sur la nature humaine. La parenté sans argent valait moins que rien, et la compassion avait une courte durée de validité, lorsqu'elle se heurtait à la commodité. La lettre du baron de Montvert était arrivée comme une planche de salut au milieu d'un naufrage. Le cousin, impatient de se débarrasser d'elle, s'était empressé de répondre immédiatement, offrant Hélène comme préceptrice pour les filles jumelles du propriétaire terrien. La proposition était simple. Enseigner aux filles à lire, écrire, jouer du piano, broder et se comporter comme des dames dignes de leur nom. En échange, elles recevraient le logement, la nourriture et un petit salaire mensuel. Ce n'était pas une position enviable, mais c'était de la dignité. C'était un but. La calèche avançait lentement sur le chemin de terre battu qui serpentait entre les plantations de café. Hélène pouvait voir les ouvriers agricoles déjà au travail, courbés sur les caféiers, leurs vêtements simples mouillés par la rosée.
Des enfants couraient entre les rangées, aidant leurs parents à la récolte, et des femmes portaient de lourds paniers sur la tête. C'était une scène qui se répétait dans toute la campagne française en ces années de prospérité du café, quand leur verre enrichissait les barons et soutenait un empire de travail acharné. Hélène avait toujours vécu en ville, protégée de la réalité brutale de la culture. Maintenant, en regardant ces gens qui commençaient leur journée avant le lever du soleil, elle ressentit une pointe de honte pour ses propres lamentations. Au moins, elle aurait un toit, de la nourriture chaude et n'aurait pas à travailler sous le soleil brûlant. La grande maison se rapprochait de plus en plus, et avec elle, l'anxiété grandissait. Ce qu'elle savait du baron Auguste de Montvert venait seulement de rumeurs et de fragments de conversation. On disait que c'était un homme dur, de peu de mots, qui dirigeait la ferme d'une main de fer depuis qu'il avait hérité des terres de son père. Il avait la réputation d'être juste, mais inflexible. Il payait bien ses travailleurs, mais ne tolérait ni la paresse ni la malhonnêteté. Quand son épouse était morte en accouchant des jumelles, il s'était enfermé dans un deuil silencieux qui ne s'était pas encore dissipé. Il ne fréquentait pas les bals, ne recevait pas de visites sociales, se consacrait entièrement à l'administration de la propriété et à l'éducation de ses filles, ou du moins il essayait, car les filles étaient devenues une préoccupation constante. Hélène avait appris par son cousin que 5 préceptrices étaient passées par la maison au cours des 2 dernières années. La première était une dame âgée et trop sévère, qui avait tenté d'éduquer les jumelles avec une règle et des punitions. Elle dura 3 semaines avant d'abandonner, disant que les filles étaient incontrôlables. La seconde était jeune et inexpérimentée, qui se laissa complètement dominer par les caprices enfantins et fut renvoyée après 1 mois de chaos absolu. Les 3 autres ne durèrent pas beaucoup plus longtemps, chacune avec son excuse pour abandonner son poste. La solitude de la ferme, la mélancolie de la maison, la difficulté à gérer des enfants traumatisés par la perte de leur mère. Claire et Béatrice de Montvert n'avaient que 6 ans, mais portaient une douleur que beaucoup d'adultes n'auraient pas su gérer. Elles étaient nées le même jour où elles avaient perdu leur mère, arrivant au monde par un accouchement compliqué qui avait drainé la vie de Madame Lucie goutte à goutte. Le baron, disait-on, n'avait plus jamais été le même après cette nuit terrible, quand il avait dû choisir entre sauver son épouse ou ses filles. En réalité, il n'y avait pas eu de choix. Madame Lucie avait trop saigné, et même toutes les connaissances médicales disponibles n'avaient pu arrêter l'hémorragie. Elle n'avait vécu que le temps de voir ses filles, de murmurer leur nom de ses lèvres déjà pâles et d'implorer son mari de les aimer doublement. Puis elle avait fermé les yeux et était partie, laissant le baron tenant 2 bébés ensanglantés et un vide dans la poitrine qu'aucune récolte abondante n'aurait pu combler. La calèche s'arrêta finalement devant le portail principal. Un employé noir, aux cheveux gris et à la posture respectueuse, ouvrit la barrière et fit signe au cocher de continuer. Hélène ajusta son châle sur ses épaules et vérifia si ses cheveux châtains étaient toujours attachés en un chignon discret. Elle portait sa seule robe présentable, en coton gris, avec des détails de dentelle blanche au col, héritée de temps meilleurs et soigneusement rapiécée là où le tissu commençait à céder. Ce n'était pas élégant, mais c'était propre et modeste, exactement ce que l'on attendait d'une préceptrice. Ses mains, autrefois douces et soignées, montraient maintenant les marques du travail domestique des derniers mois. Ce n'étaient pas des mains de dame, mais ce n'étaient pas non plus des mains de quelqu'un qui avait renoncé à sa dignité. La grande maison était encore plus imposante de près. 2 étages de murs épais, de larges balcons avec des balustrades en bois ouvragé, de hautes fenêtres protégées par des jalousies. Dans le jardin de devant, des rosiers, qui avaient connu des jours meilleurs, luttaient pour fleurir parmi les mauvaises herbes qui commençaient à envahir les parterres. Des palmiers impériaux bordaient l'entrée principale, leurs feuilles murmurant au vent froid du matin. Il y avait quelque chose de majestueux et de mélancolique dans cette architecture, comme si la maison elle-même portait le deuil. Hélène respira profondément, prit sa petite valise en cuir usé et descendit de la calèche quand l'employé ouvrit la porte.
Soyez la bienvenue, mademoiselle. Mon nom est Benoît. Je suis le contremaître de la maison, se présenta l'homme, en prenant sa valise avec gentillesse. Le baron vous attend dans le salon. Les filles sont avec leur nourrice dans leur chambre. Monsieur a préféré vous rencontrer d'abord avant de vous présenter aux petites. Hélène remercia d'un signe de tête et suivit Benoît sur les marches de pierre qui menaient au balcon. Le sol était en carreaux de ciment, avec des motifs géométriques bleus et blancs, partiellement recouverts par la poussière rouge que le vent apportait des plantations de café. Les portes principales étaient ouvertes, révélant un large couloir, avec une haute hauteur sous plafond et des murs décorés de tableaux de paysages ruraux et de portraits de famille. Le salon se trouvait à droite du couloir. C'était une pièce spacieuse, avec des meubles en palissandre, aux lignes sobres. Des fauteuils rembourrés de velours bordeaux déjà délavés par le temps et un lustre en cristal qui pendait du plafond comme une relique de temps plus festif. Les lourds rideaux de Damas n'étaient que partiellement ouverts, laissant entrer une lumière diffuse qui conférait à la pièce un air de pénombre perpétuelle. Sur le buffet, des portraits encadrés d'argent montraient une belle femme, au regard doux, aux cheveux sombres attachés en tresses élaborées. « Madame Lucie !» supposa Hélène, l'observant à différentes étapes de sa vie. À côté, le portrait de mariage, où elle apparaissait aux côtés d'un jeune homme souriant, qu'Hélène eut du mal à reconnaître, car l'homme qui se leva du fauteuil pour la saluer semblait avoir vieilli de plusieurs décennies depuis cette photographie. Le baron Auguste de Montvert avait environ 35 ans, mais les rides profondes autour des yeux et de la bouche suggéraient quelqu'un de beaucoup plus âgé. Il était grand, les épaules larges de quelqu'un habitué au travail physique, les cheveux noirs légèrement grisonnants aux tempes, la barbe taillée avec précision. Il portait un pantalon de lin foncé et une chemise blanche avec un gilet, des vêtements de propriétaire terrien prospères, mais sans ostentation. Ses yeux étaient ce qui attirait le plus l'attention, gris foncé, pénétrant, chargés d'une tristesse qui semblait s'être installée en permanence dans leur profondeur. « Mademoiselle Dubois, dit-il d'une voix grave et contrôlée, faisant une brève révérence. Je vous remercie d'être venue. » Hélène fit une petite révérence, gardant les yeux baissés un instant avant de le regarder directement. « Oui, monsieur le baron, je vous remercie de la gentillesse d'avoir envoyé la calèche. Le chemin est long depuis Marseille. » Il lui fit signe de s'asseoir dans l'un des fauteuils et reprit sa place. Un silence gênant s'installa pendant quelques secondes, pendant lesquelles le baron sembla évaluer chaque détail de la femme devant lui. Hélène garda une posture droite, les mains jointes sur ses genoux, résistant à l'envie de bouger nerveusement. Elle savait qu'elle était examinée, jugée, comparée aux préceptrices précédentes qui avaient échoué. « J'ai reçu de bonnes références de votre part par l'intermédiaire de votre cousin. » Commença-t-il d'une voix formelle et directe. Il a mentionné que vous aviez une éducation raffinée, que vous saviez lire et écrire correctement, que vous maîtrisiez le français de base, que vous jouiez du piano et que vous aviez des connaissances en arithmétique et en histoire. Est-ce exact ? Hélène acquiesça. « Oui, monsieur. Mon père considérait l'éducation comme fondamentale et m'a offert les meilleurs professeurs disponibles à Lyon. J'ai étudié jusqu'à mes 21 ans, quand il est décédé. En plus des matières que vous avez mentionnées, je sais aussi broder, coudre, et j'ai des notions d'aquarelle et de calligraphie artistique. » Le baron hocha légèrement la tête, semblant satisfait. « Bien, mes filles ont besoin de tout cela. Elles savent reconnaître quelques lettres, mais ne peuvent pas encore lire des phrases complètes. Elles comptent jusqu'à 20, mais confondent les nombres plus grands. Elles n'ont jamais touché un instrument et ne savent pas se comporter correctement en société. » Hélène perçut une pointe de frustration dans sa voix, soigneusement contrôlée, mais présente. « Quelles sont vos attentes, monsieur le baron ?» demanda-t-elle, voulant comprendre. Le baron soupira, passant la main dans ses cheveux, dans un geste qui révélait de la fatigue. « Claire et Béatrice ont 6 ans. Quand elles auront 10 ans, j'aimerais qu'elles puissent lire couramment, écrire des lettres appropriées, jouer au moins des morceaux simples au piano et se comporter comme de petites dames. Je n'attends pas de miracle, mademoiselle Dubois. J'attends des progrès constants et de la patience. Mes filles ne sont pas des enfants faciles. »
Il y avait quelque chose dans la façon dont il dit cela qui toucha Hélène. Ce n'était pas une critique des filles, mais presque une excuse anticipée. « Si vous me permettez la question, monsieur le baron, en quoi sont-elles difficiles ?» L'homme se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, lui tournant le dos tout en observant les plantations de café à travers la vitre. « Elles sont intelligentes, ne vous méprenez pas, mais depuis qu'elles ont perdu leur mère, elles ont développé une peur profonde de l'abandon. Chaque préceptrice qui part confirme leur terreur que tous les adultes de leur vie disparaissent. Alors, elles font des caprices, refusent d'étudier, cachent du matériel, fuient les leçons. C'est une façon de tester, de voir si vous aussi, vous allez les abandonner. » Hélène sentit son cœur se serrer. Elle connaissait cette peur. Elle en avait vécu des versions ces dernières années. « Et vous, monsieur le baron, vous avez aussi peur que j'abandonne ?» La question sortit avant qu'elle ne puisse la censurer, et elle regretta immédiatement son audace. Mais le baron ne sembla pas offensé. Au contraire, il se retourna lentement, et, pour la première fois depuis son arrivée, ses yeux montrèrent quelque chose au-delà de la formalité. « Oui, mademoiselle Dubois, j'en ai très peur, car chaque fois que quelqu'un part, mes filles deviennent un peu plus sauvages, un peu plus perdues, et je ne sais plus comment les atteindre. » L'honnêteté brutale de cette confession laissa Hélène sans voix un instant. Là se tenait un homme puissant, propriétaire terrien, respecté dans toute la région, admettant son impuissance face à 2 enfants de 6 ans. Ce n'était pas l'arrogance qu'elle s'attendait à trouver, mais une vulnérabilité crue qui humanisait complètement ce seigneur austère. « Je peux vous promettre que je n'abandonnerai pas facilement, » dit-elle avec fermeté. « J'ai tout perdu ces dernières années, monsieur le baron. Ma famille, ma maison, ma position sociale. J'ai appris qu'abandonner est un luxe que je ne peux pas me permettre. Si vous me donnez une chance, je donnerai à vos filles toute la patience et le dévouement que j'ai. » Le baron étudia son visage un long moment, comme s'il cherchait des signes de fausseté ou de fragilité. Apparemment satisfait de ce qu'il vit, il se rassit. « Très bien. Établissons les termes. Vous habiterez ici. Vous aurez votre propre chambre au 2e étage, près de celle des filles. Les repas seront pris avec elles dans la salle à manger des enfants, sauf le dimanche, où nous dînerons tous ensemble. 700 € par mois, payés le 1er jour de chaque mois. Vous aurez les après-midi du dimanche libres après le déjeuner. J'espère que vous consacrerez les matinées aux leçons formelles, les après-midi aux activités pratiques comme la musique et la broderie, et que vous garderez les soirées libres pour que je puisse passer du temps avec les filles. » Hélène fit de rapides calculs mentaux. 700 € n'était pas une fortune, mais c'était un salaire juste pour une préceptrice, surtout compte tenu qu'elle n'aurait pas de dépenses de logement ou de nourriture. Elle pourrait économiser une petite somme chaque mois, peut-être qu'en un an, elle réunirait suffisamment pour louer une petite chambre en ville et chercher un autre type de travail, qui sait, comme couturière ou enseignante dans une école. Ce n'était pas de grands rêves, mais c'était un début. « Les termes me semblent justes, monsieur le baron. Quand souhaiteriez-vous que je commence ?» Il se leva, indiquant que la conversation formelle était terminée. « Maintenant, Benoît a déjà porté votre valise dans votre chambre. Je prendrai la liberté de vous présenter aux filles immédiatement. Mieux vaut ne pas retarder l'inévitable. » Hélène se leva, ajustant ses jupes et se préparant mentalement à la rencontre. Elle suivit le baron dans le couloir, montant un large escalier en bois dont les marches grinçaient doucement sous ses pieds. Le 2e étage avait un long couloir avec plusieurs portes fermées. Il s'arrêta devant l'une d'elles, peinte en blanc, avec des détails floraux délavés, et frappa légèrement. « Claire, Béatrice ?» Sa voix changea complètement en parlant à ses filles, devenant plus douce, presque hésitante. Une petite voix aiguë répondit de l'intérieur. « Oui, papa. » Il ouvrit la porte et fit signe à Hélène d'entrer la première. La chambre des jumelles était spacieuse et lumineuse, avec 2 petits lits en fer peint en blanc, une haute armoire, une commode avec miroir
et une petite table avec des chaises où elles faisaient probablement leurs leçons. Les murs étaient décorés de papier peint floral au ton pastel, déjà écaillés par endroits. Des jouets étaient éparpillés sur le sol, des poupées de chiffon, un cheval de bois, des cubes avec des lettres, une maison de poupées sans la moitié de ses meubles. Près de la fenêtre, assises sur des coussins par terre, deux petites filles identiques observaient la nouvelle venue avec des yeux énormes et méfiants. C'étaient des enfants petites pour leur âge, minces, aux cheveux châtains foncés, tombant en boucles désordonnées sur les épaules. Elles portèrent de simples robes en coton bleu, pieds nus, les genoux égratignés à force de jouer. Elles étaient si semblables qu'Hélène sut immédiatement qu'elle aurait du mal à les distinguer. « Mes filles, voici mademoiselle Hélène Dubois », présenta le baron avec précaution. Les jumelles ne bougèrent pas, continuant de regarder. Hélène remarqua que l'une d'elles tenait fermement la main de sa sœur, un geste protecteur qui lui serra le cœur. « Bonjour Claire. Bonjour Béatrice, dit-elle doucement, s'accroupissant pour être à leur hauteur. C'est un plaisir de vous rencontrer toutes les deux. Silence. Les filles échangèrent un regard rapide entre elles, de cette façon que les jumeaux ont de communiquer sans mots. Finalement, l'une d'elles parla. « Vous allez partir aussi ?» La voix fine, mais ferme. Le baron ferma les yeux une seconde, comme si ces mots étaient des couteaux. Hélène sentit leur douleur, la vérité brutale que des enfants si petits ne devraient pas connaître. « C'est vrai, » répondit-elle, surprenant tout le monde par son honnêteté. « Un jour, je partirai. Toutes les personnes partent à un moment donné. Mais je resterai aussi longtemps que je le pourrai, et tant que je serai ici, je prendrai très bien soin de vous. » La sincérité désarmante sembla déconcerter les filles. Elles s'attendaient à de fausses promesses, pas à la vérité. « Vous savez faire des tresses ?» Hélène sourit, reconnaissant la question pour ce qu'elle était réellement. Un test, une petite porte qui s'ouvrait. « Oui, je sais faire des tresses simples, des tresses collées, des chignons et des coiffures pour les occasions spéciales. Ma mère me coiffait tous les jours quand j'étais petite. » La petite fille lâcha la main de sa sœur et toucha ses propres boucles ébouriffées. « La nourrice ne sait pas bien faire les tresses. Ça fait mal et elles sont tordues. » Hélène tendit la main gentiment. « Puis-je essayer ? Je promets d'être délicate. » La petite fille hésita, regarda son père qui hocha la tête encourageamment et finalement s'approcha. Hélène prit un peigne qui était sur la commode et commença à démêler avec un soin extrême les cheveux de l'enfant, murmurant doucement pendant qu'elle travaillait. « Tes cheveux sont magnifiques, tu sais, et pleins de boucles naturelles. Ma mère disait que les cheveux bouclés sont un cadeau des anges. » L'autre jumelle s'approcha peu à peu, la curiosité l'emportant sur la méfiance. Bientôt, les deux étaient autour d'Hélène observant fascinés, pendant qu'elle transformait les boucles sauvages en deux tresses parfaites, attachées avec des rubans qu'elle trouva dans une boîte sur la commode. « À moi !» La deuxième petite fille la sentit vigoureusement, se positionnant déjà. Le baron observait depuis la porte, et Hélène put voir sur son visage un mélange de soulagement et de quelque chose qui ressemblait à un soupçon d'espoir, comme s'il n'osait pas croire que finalement quelqu'un parvenait à se connecter avec ses filles. Quand elle eut terminé la deuxième tresse, Hélène demanda « Vous êtes si semblables toutes les deux que j'aurais besoin d'aide pour vous distinguer. » L'une des petites filles rit, un son léger comme une clochette. « Je suis Claire. J'ai une petite marque ici, » dit-elle en montrant une petite tache de naissance sur son cou, juste en dessous de l'oreille gauche. « Et moi, je suis Béatrice. Je suis plus grande, » déclara l'autre, bien que la différence fût minime. Hélène fit semblant de les examiner sérieusement. « Je comprends. Claire a la petite marque et Béatrice est plus grande. Je m'en souviendrai. » Les filles commencèrent à parler en même temps, se coupant la parole, montrant leurs jouets préférés, expliquant les règles de jeux inventés. Le baron profita du moment de distraction pour se retirer discrètement, mais avant de partir, ses yeux rencontrèrent ceux d'Hélène pendant une brève seconde, et là elle vit une gratitude sincère.
Les premières semaines à la ferme établirent une routine qu'Hélène suivit avec un dévouement presque obsessionnel. Elle se levait à l'aube, quand les premiers rayons de soleil commençaient à teinter d'or les cimes des plantations de café. Elle s'habillait rapidement dans la petite chambre simple mais confortable qui lui avait été attribuée. Un petit espace avec un lit simple, une commode, une chaise et une petite table qu'elle utilisait comme bureau. Elle avait une fenêtre qui donnait sur l'arrière de la propriété, d'où elle pouvait voir le potager, le poulailler et au loin, les habitations où vivaient les familles des ouvriers agricoles. La maison se réveillait tôt, elle entendait les bruits venant de la cuisine, les casseroles qui tintaient, le bois qui craquait dans le poêle à bois, les voix étouffées des servantes préparant le petit déjeuner. L'odeur du café frais, du pain qui cuit et du lait qui bout montait par les escaliers, se mêlant à l'arôme des fleurs qui venaient du jardin par les fenêtres ouvertes. Hélène descendait et prenait un café rapide dans la cuisine avec les employés, gagnant leur sympathie en ne se considérant pas trop supérieure pour partager la table. Ensuite, elle montait réveiller les jumelles, un processus qui, les premiers jours, était une bataille de volonté, mais qui, peu à peu, devint plus doux. Elle découvrit que Claire se réveillait plus facilement, mais était plus têtue pendant les leçons. Béatrice avait du mal à sortir du lit, mais une fois éveillée, elle était plus appliquée et curieuse. Elle les aidait à s'habiller, peignait leurs cheveux avec patience et les emmenait dans la salle à manger des enfants, où elles prenaient le petit déjeuner ensemble. C'est pendant ces repas qu'Hélène en profitait pour leur enseigner les bonnes manières, comment s'asseoir correctement, utiliser les couverts, s'essuyer la bouche avec la serviette, ne pas parler la bouche pleine. Elle transformait les instructions en jeux, louant chaque réussite, corrigeant les erreurs avec gentillesse. Après le petit déjeuner commençaient les leçons formelles. Hélène avait improvisé une salle d'études dans une pièce vide du 2e étage, où elle avait installé un petit tableau noir, organisé une étagère avec les quelques livres disponibles dans la maison, et créé un environnement propice à l'apprentissage. Les premières semaines furent difficiles. Les filles testaient constamment ses limites, faisaient semblant de ne pas comprendre des instructions claires, renversaient délibérément de l'encre sur les feuilles d'exercice, pleuraient en disant qu'elles étaient fatiguées après seulement 15 minutes d'études. Hélène reconnaissait ces tactiques car elle les avait déjà vues fonctionner avec les préceptrices précédentes qui abandonnaient à la première résistance. Mais elle ne céda pas. Au lieu de réagir avec colère ou frustration, Hélène attendait simplement. Quand Béatrice tournait sa chaise et refusait de regarder le tableau, Hélène continuait la leçon comme si de rien n'était, expliquant les lettres de l'alphabet à Claire, rendant l'activité si intéressante que Béatrice finissait par se retourner par curiosité. Quand Claire déclarait qu'elle était trop fatiguée pour tenir le crayon, Hélène suggérait une pause pour raconter une histoire, mais seulement pour les élèves qui avaient complété au moins une ligne d'écriture. Magiquement, Claire retrouvait l'énergie pour reprendre le crayon. C'étaient de petites batailles de volonté, menées avec patience et créativité, au lieu d'autorité et de punition. Peu à peu, la résistance diminua. Les filles commencèrent à comprendre qu'Hélène ne partirait pas juste parce qu'elle faisait des caprices et que les leçons pouvaient même être intéressantes lorsqu'elles étaient présentées de la bonne manière. Hélène découvrit que Claire avait des facilités avec les chiffres et adorait les défis logiques. Alors, elle créait des problèmes d'arithmétique impliquant les choses que la petite fille aimait. Combien de poupées aurait-elle si elle en gagnait 3 et en perdait 2? Combien de biscuits restaient-ils si elles en partageaient une douzaine entre elles et leur père? Béatrice, d'autre part, était fascinée par les histoires et les dessins. Alors, Hélène l'encourageait à illustrer les mots qu'elle apprenait, transformant chaque leçon de vocabulaire en un projet artistique. Elles apprenaient à leur propre rythme, chacune à sa manière, et Hélène adaptait l'enseignement pour honorer leurs différences au lieu de les forcer dans un même moule. Les après-midi étaient consacrés à des activités plus pratiques et moins formelles. Hélène les emmenait au jardin quand le temps le permettait, leur apprenant à reconnaître les plantes, expliquant le cycle de vie des fleurs, montrant comment prendre soin du potager.
Les filles adoraient travailler la terre, planter des graines, arroser les parterres. C'est pendant ces après-midi en plein air qu'Hélène réalisa à quel point elles étaient profondément connectées à la ferme. Comment elles connaissaient chaque recoin de la propriété, chaque arbre où il était bon de grimper, chaque ruisseau où les grenouilles chantaient la nuit. D'autres après-midi étaient consacrés au piano. L'instrument se trouvait dans la salle de musique, une pièce qui n'avait manifestement pas été utilisée depuis des années. La couche de poussière sur le couvercle était épaisse, certaines touches étaient désaccordées, et il y avait une tristesse palpable dans cet espace qui avait autrefois été rempli de musique. Hélène apprit par Benoît que Madame Lucie jouait tous les soirs avant de dormir, et que le baron avait interdit à quiconque de toucher l'instrument après sa mort. Mais quand Hélène demanda si elle pouvait l'utiliser pour enseigner aux filles, il se contenta d'acquiescer brièvement, la mâchoire tendue, et quitta la pièce sans rien dire. La première fois qu'Hélène ouvrit le piano et joua une note, Claire et Béatrice restèrent paralysées, regardant leur père avec la peur qu'il se fâche. Mais le baron se contenta de fermer les yeux, de respirer profondément et de murmurer « Votre mère aurait adoré que vous appreniez ». Ce fut la première fois qu'il mentionna son épouse décédée devant ses filles depuis l'arrivée d'Hélène. Et les filles semblèrent surprises, comme si elles ne savaient pas que leur père gardait aussi des souvenirs et des sentiments pour cette femme qu'elles avaient à peine connue. Hélène commença par enseigner les notes de base, transformant chacune en une histoire. Do était le son du coq chantant le matin. Ré était le bruit de la roue de la charrette sur la route. Mi était le miaulement du chat de la cuisine. Fa était la parole des gens qui conversaient. Sol était le son du soleil réchauffant la terre. La était le doux lamento du vent. Si était le silence de la nuit qui arrive. Les filles mémorisaient en chantant, riant, tapant des mains en rythme. C'étaient des chansons simples, des mélodies enfantines. Mais elles remplissaient cette maison d'un genre de joie qui avait été absente depuis trop longtemps. Peu à peu, les autres employés commencèrent à interrompre leurs activités lorsqu'ils entendaient le piano. Madame Rose, la cuisinière, restait immobile, la cuillère à la main, souriante. Benoît inventait des excuses pour passer près de la salle de musique. Même le baron, qui restait généralement dans les bureaux ou les plantations de café pendant la journée, commença à apparaître à la maison à l'heure des leçons de piano, trouvant toujours une tâche à faire suffisamment près pour entendre. Les soirées suivaient un schéma différent. Après le simple dîner qu'elle prenait dans le petit salon à côté de la cuisine, Hélène ramenait les filles dans leur chambre, supervisait leur bain dans la baignoire en cuivre que les servantes remplissaient d'eau chaude, les aidait à enfiler leurs chemises de nuit et venait ensuite à la partie préférée de toutes, l'heure des histoires. Hélène avait un répertoire immense de contes qu'elle avait appris de sa mère, des histoires de princesses et de dragons, de forêts enchantées et d'animaux parlants, d'aventures dans des terres lointaines. Mais elle inventait aussi des histoires originales, incluant souvent 2 sœurs jumelles comme personnages principaux, vivant des aventures qui se terminaient toujours par le message qu'ensemble, elles pouvaient surmonter n'importe quel défi. Ce fut lors d'une de ces soirées d'histoire, environ 1 mois après son arrivée, que le baron apparut à la porte de la chambre des filles. Hélène était assise au bord du lit de Claire, Béatrice déjà endormie dans l'autre lit, racontant l'histoire de 2 princesses qui devaient traverser une vallée pleine de brume pour trouver un trésor caché. Elle ne le vit pas entrer. Elle continua à narrer d'une voix douce, faisant différentes voix pour chaque personnage. Quand elle eut terminé l'histoire et leva les yeux, elle le trouva appuyé sur le chambranle de la porte, les bras croisés, observant la scène avec une expression qu'elle ne put déchiffrer complètement. Il y avait de la douceur là, mais aussi une profonde mélancolie. « Pardonnez-moi, monsieur le baron, je ne vous ai pas entendu arriver », murmura Hélène, se levant avec précaution pour ne pas réveiller Claire, qui avait également succombé au sommeil pendant les dernières minutes de l'histoire. Il lui fit signe de le suivre dans le couloir. Hélène ajusta les couvertures sur les filles, souffla la bougie de la table de chevet, ne laissant que la lanterne du couloir éclairer faiblement la chambre, et sortit, fermant la porte avec soin.
Dans le couloir, le baron semblait vouloir dire quelque chose, mais ne trouvait pas les mots. Finalement, après un silence prolongé, il murmura « Elles ne dormaient pas aussi tranquillement depuis qu'elles étaient bébés. Il y avait toujours des pleurs, des cauchemars, des appels au milieu de la nuit. Mais depuis que mademoiselle est arrivée, les nuits sont paisibles. » Hélène ne sut pas vraiment quoi répondre. Tout enfant a besoin de routine et de sécurité. Quand ils savent à quoi s'attendre, ou quand ils ont confiance que l'adulte sera là le matin, le sommeil vient plus facilement. Le baron acquiesça lentement, les yeux toujours fixés sur la porte fermée de la chambre de ses filles. Mon épouse avait l'habitude de leur raconter des histoires quand elles étaient bébés, même nouveau-nées. Elle leur parlait, chantait, racontait des histoires qu'elles ne comprenaient évidemment pas encore. Elle disait qu'elle reconnaissait sa voix, que cela les calmait. Sa voix faillit légèrement dans la dernière phrase, et il se racla la gorge, clairement mal à l'aise avec sa propre émotion. Elle devait être une mère merveilleuse, dit Hélène gentiment. Le baron la regarda finalement directement, et elle vit dans ses yeux une douleur si profonde qu'elle eut l'impression d'envahir quelque chose de très intime. Elle l'était, et j'ai échoué avec elle. J'ai échoué à la sauver, et ensuite j'ai échoué à donner à nos filles ce dont elles avaient le plus besoin. Hélène sentit son cœur se serrer. Vous n'avez pas échoué, monsieur le baron. Les filles ont un père qui les aime, une maison, la sécurité. Beaucoup d'enfants n'ont même pas cela. Il secoua la tête, l'expression amère. L'amour ne suffit pas quand on ne sait pas comment le montrer. Je regarde mes filles et je vois ses yeux me fixer et la culpabilité est si grande que j'ai à peine le souffle. Comment puis-je être un bon père quand chaque fois que je les regarde, je me souviens qu'elles sont ici parce qu'elle n'est pas là? L'honnêteté brutale de cette confession laissa Hélène momentanément sans voix. Là se tenait un homme complètement brisé, portant une culpabilité qu'il ne méritait pas, se noyant dans un deuil qu'il ne savait pas gérer. Elle fit un pas vers lui, oubliant un instant les formalités et les hiérarchies. Vous n'avez pas choisi entre elle et les filles. La vie a choisi, et elle a laissé ses filles comme héritage, comme preuve de l'amour que vous avez partagé. Chaque fois que vous regardez Claire et Béatrice, vous devriez voir la continuation de son amour, pas la cause de votre perte. Le baron ferma les yeux, la mâchoire travaillant comme s'il menait une bataille interne. Quand il les rouvrit, il y avait quelque chose de différent là, une vulnérabilité qu'il permettait rarement aux autres de voir. Mademoiselle a perdu ses parents. Comment avez-vous réussi à avancer? Hélène respira profondément, touchant des souvenirs douloureux qu'elle gardait généralement enfermés. Je ne sais pas si j'ai réussi. Certains jours, je me réveille encore en espérant entendre la voix de mon père, m'appelant pour le café ou sentir le parfum de rose de ma mère. La perte ne disparaît pas, monsieur le baron. Nous apprenons seulement à porter le poids différemment et trouvons un but en honorant leur mémoire à travers la façon dont nous vivons. Le baron resta silencieux un long moment, traitant ces mots. Puis, de manière complètement inattendue, il dit « Lucie jouait du piano tous les soirs. Elle disait que la musique l'aidait à gérer les sentiments qu'elle ne pouvait exprimer avec des mots. Quand j'ai entendu le piano jouer ce matin, pour la première fois en 3 ans, j'ai cru que j'allais m'effondrer. Mais ensuite, j'ai entendu les filles rire, chanter faux, et j'ai réalisé que cet instrument reprenait vie, au lieu d'être seulement un monument à ce que nous avons perdu. » Il regarda Hélène avec une intensité qui la fit rougir. « Mademoiselle a apporté quelque chose à cette maison que je pensais perdue pour toujours, l'espoir, et je ne sais pas comment vous remercier pour cela. » Hélène sentit des larmes lui piquer les yeux, mais lutta pour les garder sous contrôle. « Vous n'avez pas besoin de me remercier, monsieur le baron. Les filles m'ont donné autant que je leur ai donné. Elles m'ont donné un but, une place où j'appartiens. Cela vaut plus que n'importe quel paiement. » Ils restèrent là, immobiles dans le couloir faiblement éclairé. Le silence entre eux n'était plus gênant, mais confortable, presque intime. Ce fut Hélène qui rompit finalement le moment, se souvenant des convenances.
Il est tard, je dois me retirer. Bonne nuit, monsieur le baron. Il fit une brève révérence. Bonne nuit, mademoiselle Dubois. Et Hélène, l'utilisation de son prénom la surprit. Merci pour votre patience avec elle, et avec ce vieil imbécile aussi. Avant qu'elle ne puisse répondre, il descendait déjà les escaliers, la laissant seule dans le couloir, le cœur battant plus vite qu'il n'aurait dû. Hélène retourna dans sa chambre, mais il lui fallut beaucoup de temps pour s'endormir. Elle resta à regarder par la fenêtre, voyant les étoiles au-dessus des plantations de café, pensant à cette conversation, à la vulnérabilité de cet homme que tous considéraient comme dur et inébranlable. Quelque chose changeait entre eux, quelque chose de subtil, mais indéniable, et cela l'effrayait autant que cela l'attirait. Elle était l'employée, il était le patron, elle était la préceptrice engagée, il était le veuf en deuil. Se permettre de ressentir quoi que ce soit au-delà du respect professionnel était dangereux, inapproprié, potentiellement destructeur, mais le cœur obéit rarement à la raison. Et dans la solitude de cette petite chambre simple, Hélène s'avoua quelque chose qu'elle niait depuis des semaines. Elle commençait à se soucier d'Auguste de Montvert d'une manière qui transcendait la relation employeur-employé. Elle voyait en lui non seulement le patron ou le père des filles, mais un homme profondément blessé, essayant de faire de son mieux avec les morceaux brisés de sa vie. Et contre toute logique et bon sens, elle voulait l'aider à se reconstruire. Les jours se transformèrent en semaines et les semaines en mois. L'hiver céda la place au printemps et avec lui, les plantations de café explosèrent en fleurs blanches qui couvraient des cultures comme une neige parfumée. C'était la plus belle période de l'année à la ferme, et quand la promesse de la prochaine récolte planait dans l'air avec l'arôme sucré des fleurs de café. Claire et Béatrice firent des progrès remarquables. Elles parvenaient maintenant à lire de petits passages de livres, à écrire des phrases complètes avec une calligraphie encore irrégulière mais lisible, et jouaient des mélodies simples au piano avec une confiance croissante. Plus important que les compétences académiques, cependant, était la transformation émotionnelle. Les filles souriaient davantage, jouaient avec plus de liberté, et la peur constante de l'abandon qui dictait auparavant chaque interaction commençait à diminuer. Elle testait encore Hélène occasionnellement, lui demandant quand elle partirait, si elle avait aussi une famille où retourner. Mais maintenant, elle posait ces questions avec moins de désespoir et plus de curiosité sincère. Hélène répondait toujours avec honnêteté. Elle n'avait pas de famille où retourner. Et tant qu'elle voudrait qu'elle reste, elle resterait. C'était une réponse qui, étonnamment, semblait suffisante. La relation d'Hélène avec le baron changea également de manière subtile, mais significative. Il commença à se joindre à elle pour le dîner du dimanche, non seulement par obligation, mais semblant sincèrement apprécier la compagnie. Pendant ces repas, il parlait des progrès des filles, des événements à la ferme, des livres qu'ils avaient lus et des nouvelles qui arrivaient de la capitale. Le baron se révéla être un homme cultivé et bien informé, avec des opinions intéressantes sur la politique, l'agriculture et la philosophie. Hélène découvrit qu'elle adorait ces débats intellectuels, quelque chose qu'elle n'avait pas eu depuis les conversations avec son père des années auparavant. Il y avait des moments où elle surprenait le baron en train de l'observer avec une expression pensive, presque confuse, comme s'il essayait de résoudre une énigme. D'autres fois, elle le surprenait, regardant par la fenêtre du bureau quand les filles jouaient dans le jardin avec elle. Et il y avait quelque chose dans son regard qui faisait accélérer le cœur d'Hélène. Mais rien de tout cela n'était dit à voix haute. Ils maintenaient une distance respectueuse, se référaient l'un à l'autre formellement, ne permettant jamais que les conversations se prolongent au-delà de ce qui était approprié. C'était une danse prudente, d'attraction non reconnue, et de bienséance sociale. Ce fut un après-midi d'octobre, alors que les plantations de café étaient vertes et chargées de fruits mûrissants, que la routine soigneusement établie fut perturbée. Hélène était dans le jardin avec les filles, leur apprenant à faire des couronnes de fleurs quand Benoît arriva en courant de la maison principale, l'air agité.
Mademoiselle Hélène, le baron demande que vous emmeniez les filles à l'intérieur et que vous les gardiez dans leur chambre. Nous avons des visiteurs qui arrivent et il préfère que les petites ne soient pas encore vues. » Hélène fronça les sourcils, surprise par cette demande inhabituelle, mais obéit sans poser de questions. Elle emmena Claire et Béatrice à l'intérieur, expliquant qu'elles auraient un après-midi de lecture tranquille dans leur chambre. Les filles se plaignirent un peu, car elles préféraient être dehors, mais s'installèrent quand Hélène promit de lire leur conte de fées préféré. De la chambre, Hélène pouvait entendre des voix venant du rez-de-chaussée, une voix féminine, aiguë et autoritaire, qu'elle ne reconnaissait pas. Elle essaya de ne pas y prêter attention, se concentrant sur l'histoire qu'elle lisait aux filles, mais il était impossible de ne pas remarquer la tension qui imprégnait la maison. Les servantes passaient en hâte dans le couloir, portant des plateaux de café et de douceur pour le salon. Madame Rose montait les escaliers avec une hâte inhabituelle, le visage inquiet. Quelque chose se passait, quelque chose qui rendait tout le monde nerveux. Les filles aussi perçurent l'atmosphère étrange. « Papa est fâché ?» Hélène sourit en essayant de les rassurer. « Votre père a des visites d'affaires importantes. Parfois, les adultes ont besoin de parler de choses sérieuses sans distraction. » Mais Claire, toujours la plus perspicace, ne fut pas convaincue. Les autres préceptrices aussi nous envoyaient dans notre chambre quand il y avait des visites. C'est parce qu'elles n'aiment pas nous voir. La question brisa le cœur d'Hélène. Comment expliquer à des enfants de 6 ans les complexités et les cruautés des conventions sociales? Comment dire que beaucoup de gens de la haute société considéraient inapproprié que des enfants si jeunes se mêlent aux adultes lors d'occasions formelles? Votre père vous aime beaucoup, il veut juste vous protéger des situations ennuyeuses. Les adultes qui parlent d'affaires, c'est très soporifique, croyez-moi, vous vous endormiriez debout. Cela leur arracha des petits rires et Hélène revint à l'histoire, déterminée à garder les filles distraites. Ce fut presque 1 heure plus tard que l'on frappa à la porte. Hélène dit aux filles de continuer à regarder les illustrations du livre et à la ouvrir. C'était Benoît, l'air encore plus tendu qu'avant. « Mademoiselle, le baron demande que vous descendiez au salon. Il a besoin de vous présenter à quelqu'un. » Le cœur d'Hélène s'emballa. C'était très inhabituel. Les préceptrices n'étaient pas présentées aux visites sociales, surtout pas pendant les heures de travail, mais le ton urgent de Benoît ne laissait aucune place au questionnement. Elle vérifia rapidement son apparence dans le petit miroir de la commode, arrangea ses cheveux qui commençaient à s'échapper de son chignon et descendit les escaliers, l'estomac noué par la nervosité. Dans le salon, le baron se tenait près de la fenêtre, la posture rigide comme une pierre. Assise sur le canapé principal, une femme d'environ 50 ans, vêtue d'un élégant tailleur de voyage bordeaux, des perles au cou, un chapeau élaboré sur ses cheveux gris impeccablement coiffés. Elle avait le visage anguleux, des yeux perçants qui évaluaient tout autour d'elle, et une aura d'autorité qui emplissait la pièce. À côté d'elle, une jeune femme, peut-être 28 ou 30 ans, également bien vêtue, mais avec une expression plus douce, presque timide. Le baron fit un geste à Hélène pour qu'elle entre. « Mademoiselle Duval, permettez-moi de vous présenter Madame Françoise Dubois de la Roche, veuve du colonel de la Roche et cousine éloignée de ma défunte épouse, et sa fille, Mademoiselle Amélie. » Hélène fit une révérence respectueuse. « C'est un honneur de vous rencontrer, mesdames. » Madame Françoise examina Hélène de la tête aux pieds avec un regard qui semblait cataloguer chaque détail. La robe simple, mais propre, les mains qui montrèrent le travail, la posture digne mais humble de quelqu'un qui connaissait sa place. « Alors, vous êtes la préceptrice dont j'ai tant entendu parler, » dit la femme, la voix chargée de quelque chose qu'Hélène ne put identifier complètement. Était-ce de la désapprobation, de la curiosité? « Vous semblez très jeune pour ce poste. Quel âge avez-vous » Hélène sentit la rougeur monter à son cou, mais garda son calme. « 24 ans, madame, mais j'ai eu une excellente éducation et de l'expérience dans l'encadrement d'enfants. » La femme fit un son qui pouvait être interprété comme de l'approbation ou du scepticisme.
L'éducation est importante, sans aucun doute, mais élever des jeunes filles de la haute société exige plus que des connaissances livresques. Cela demande du raffinement, la connaissance des conventions sociales, la capacité de les préparer au rôle qu'elles occuperont en tant que dames respectables. Le baron intervint, la voix contrôlée, mais avec une pointe d'irritation. Mademoiselle Duval fait un excellent travail. Mes filles s'épanouissent sous ses soins. Madame Françoise sourit, mais c'était un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je n'en doute pas, cher cousin Auguste, mais je suis venu ici justement pour discuter de l'avenir des jeunes filles. Elles grandissent, elles auront bientôt besoin d'une éducation plus appropriée, de tuteurs spécialisés, d'une exposition aux cercles sociaux adéquats. Une préceptrice seule, aussi compétente soit-elle, ne peut pas offrir tout cela. Hélène sentit son estomac se serrer. Elle savait où cette conversation allait. Le baron semblait aussi avoir compris, car son expression devint encore plus fermée. Les filles n'ont que 6 ans. Il y a encore beaucoup de temps avant que nous ayons à nous soucier de tuteurs spécialisés ou de présentations sociales. La femme plus âgée soupira dramatiquement. C'est exactement ce genre de pensée qui m'inquiète, Auguste. Vous êtes trop isolé ici, concentré uniquement sur la ferme, sans vous rendre compte à quelle vitesse le temps passe. Avant que vous ne vous en rendiez compte, Claire et Béatrice seront de jeunes femmes, et si elles n'ont pas été correctement préparées, elles en subiront les conséquences sociales. Elle fit une pause, le regardant directement. C'est pourquoi je suis venu avec une proposition. Le silence qui suivit fut pesant. Hélène voulait disparaître, se sentant terrible d'être présente à une conversation qui était clairement une affaire de famille. Mais le baron avait spécifiquement demandé qu'elle soit là. Alors, elle resta, les mains jointes devant son corps, les yeux baissés. « Quelle proposition ?» demanda le baron, la voix prudente. Madame Françoise se redressa sur le canapé, clairement satisfaite d'avoir capté son attention. « Je suis venu offrir que Claire et Béatrice viennent vivre avec moi à Paris. J'ai d'une grande maison, les ressources pour engager les meilleurs professeurs et des connexions sociales qui garantiront qu'elles soient introduites dans les bons cercles quand elles atteindront l'âge approprié. Ma fille, Amélie, serait une merveilleuse compagnie pour elle, presque comme une sœur aînée. Mademoiselle Amélie parla enfin, la voix douce et gentille. J'adorerais avoir les filles avec nous, cher cousin Auguste. La maison est très silencieuse, et j'aurais beaucoup de plaisir à aider à leur éducation. Mais le baron secouait déjà la tête avant même qu'elle ne finisse. Absolument pas. Mes filles restent avec moi. Je ne les enverrai pas être élevées par des étrangers. Madame Françoise leva un sourcil. Des étrangers? Nous sommes de la famille, Auguste. Et franchement, que pouvez-vous leur offrir ici? Une ferme isolée, une préceptrice sans lignée, aucune exposition au monde raffiné qu'elles devraient déconnaître. Vous êtes égoïste, les gardant prisonnières ici simplement parce que vous ne pouvez pas surmonter votre propre deuil. L'accusation fut comme une gifle, et Hélène vit le baron pâlir. Elle voulut crier, défendre cet homme qui faisait de son mieux dans des circonstances impossibles, mais elle savait qu'elle n'avait pas le droit de s'immiscer. Elle n'était qu'une employée. Son opinion n'avait pas d'importance dans ses décisions. Mais alors, à sa surprise, le baron la regarda directement. « Mademoiselle Duval, j'aimerais avoir votre opinion à ce sujet. En tant qu'éducatrice des filles, vous avez une perspective que j'apprécie. Pensez-vous que Claire et Béatrice bénéficieraient d'être envoyées à Paris ?» Toutes les attentions se tournèrent vers Hélène. Madame Françoise semblait indignée que l'opinion d'une préceptrice soit sollicitée dans une affaire de famille. Amélie la regardait avec une curiosité sincère. Le baron attendait, les yeux fixés sur elle, et confiant qu'elle dirait la vérité. Hélène prit une profonde inspiration, choisissant ses mots avec soin. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame Françoise, je comprends vos préoccupations concernant l'éducation des filles. Vous avez raison de dire que l'exposition à différents environnements et à des professeurs spécialisés peut être bénéfique. Mais Claire et Béatrice ont déjà perdu leur mère. Elles ont perdu la stabilité qu'elles avaient. Elles ont passé des années à avoir des préceptrices qui venaient et repartaient.
les envoyer loin de leur père maintenant, alors qu'elles ont enfin commencé à se sentir en sécurité à nouveau, serait traumatisant. Elle regarda directement le baron, oubliant un instant les conventions. Les filles n'ont pas besoin de tuteurs coûteux ou de balles de la haute société en ce moment. Elles ont besoin de racines, de constance, de savoir qu'elles sont aimées et que personne ne les abandonnera. Il y a suffisamment de temps pour le raffinement social quand elles auront une base émotionnelle solide. Sans cette base, tout le polissage du monde ne rendra personne vraiment raffiné, seulement superficiellement éduqué. Madame Françoise devint livide. Quel culot! Comment ose une préceptrice sans position donner des conseils sur la façon d'élever des jeunes filles de bonne famille? Mais le baron leva la main, l'interrompant. Elle ose parce que j'ai demandé son opinion et parce qu'elle a raison. Mes filles restent avec moi. Cette discussion est close. La femme plus âgée se leva brusquement, clairement offensée. Vous faites une erreur, Auguste, et quand ces jeunes filles grandiront sans les opportunités qu'elles auraient pu avoir, vous regretterez cette obstination. Elle prit son sac et fit signe à sa fille de se lever aussi. Amélie, allons-y. Nous ne sommes clairement pas les bienvenus ici. La jeune femme se leva à contre-cœur, lançant un regard apologétique au baron. Pardon, cher cousin, maman est juste inquiète. Elle a de bonnes intentions. Le baron s'adoucit légèrement. Je sais qu'elle en a, Amélie, et je vous remercie de votre préoccupation, mais mes filles sont ma responsabilité et je ne la délèguerai à personne, quelles que soient les bonnes intentions. Madame Françoise s'arrêta à la porte, se retournant pour une dernière attaque. Vous vous accrochez à cette préceptrice et à cette ferme isolée parce que vous avez peur d'aller de l'avant, Auguste. Lucie ne reviendra pas. Peu importe à quel point vous vous enterrez dans le travail et la solitude, et vos filles paieront le prix de votre lâcheté émotionnelle. Avec ces mots cruels, elle sortit, Amélie la suivant avec une expression embarrassée. Le bruit de leur calèche s'éloignant résonna dans la propriété, puis la maison redevint silencieuse. Le baron resta immobile au milieu de la pièce, les épaules tendues, le visage soigneusement neutre, mais Hélène pouvait voir la bataille qui se déroulait derrière ce masque de contrôle. Elle voyait ses mains serrées en poing, sa mâchoire contractée, la façon dont il évitait de regarder un endroit précis. « Monsieur le baron », commença-t-elle doucement, « vous n'avez pas à écouter ce qu'elle a dit. » Il la regarda enfin, et il y avait tant de douleur dans ses yeux gris qu'Hélène sentit sa poitrine se serrer. Mais elle n'avait pas complètement tort, n'est-ce pas? Je suis égoïste en gardant les filles ici, en les privant d'opportunités que je ne peux pas offrir. Peut-être qu'elles seraient vraiment mieux à Paris, avec des gens qui savent comment préparer les jeunes filles à la société. Hélène fit un pas vers lui, oubliant la bienséance dans son urgence de le réconforter. Vous n'êtes pas égoïste. Vous êtes un père qui aime ses filles et veut les garder près de lui. Il n'y a rien de mal à cela. Et quant aux opportunités, vous leur donnez déjà la chose la plus importante, une enfance heureuse et sûre. Tout le reste peut venir après. Le baron secoua la tête, l'expression tourmentée. Comment puis-je savoir si je fais les bons choix? Quand Lucie était vivante, elle s'occupait de tout ce qui concernait les filles. Elle savait instinctivement ce dont elles avaient besoin. Comment les éduquer, comment les préparer pour l'avenir. Je ne faisais que travailler et subvenir à leurs besoins financiers. Maintenant, je dois être père et mère, et je ne sais faire ni l'un ni l'autre correctement. La vulnérabilité crue de cette admission brisa les dernières barrières de formalité entre eux. Hélène fit quelque chose de complètement inapproprié. Elle toucha légèrement son bras, un geste de réconfort qu'aucune employée ne devrait faire avec son employeur. Vous faites mieux que vous ne l'imaginez. Les filles vous aiment. Elles parlent de vous avec admiration, veulent vous faire plaisir, se sentent en sécurité, sachant que vous êtes près d'elles. Ce n'est pas échoué, c'est exactement ce dont elles ont besoin. Le baron regarda sa main sur son bras et un instant, Hélène pensa qu'il allait se retirer, mais au lieu de cela, il couvrit sa main de la sienne, le toucher chaud et ferme. «
Vous avez été plus qu'une préceptrice pour elle, Hélène. Vous avez été la présence maternelle qui manquait. Et moi... » Il hésita, comme si les mots suivants étaient trop difficiles à prononcer. « Je ne sais plus comment cette maison fonctionnerait sans vous. » L'utilisation de son prénom, le toucher, l'intensité dans ses yeux, tout cela créa un moment chargé de tension et de possibilités. Hélène savait qu'elle devrait s'éloigner, rétablir la distance appropriée, mais elle n'y parvenait pas. Elle était piégée dans ce regard, sentant la chaleur de sa main sur la sienne, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Auguste », murmura-t-elle, utilisant son prénom pour la première fois, l'acte étant une transgression et une révélation à la fois. Il fit un pas de plus, si près qu'elle pouvait sentir l'odeur de café et de terre qui l'accompagnait toujours. « Hélène, je ne devrais pas ressentir ce que je ressens. Vous êtes la préceptrice, je suis votre employeur, c'est complètement inapproprié. Mais je ne peux plus faire semblant que vous n'êtes qu'une employée. Vous êtes devenue une partie de cette famille, une partie de ma vie, d'une manière que je n'attendais pas, et que je ne sais pas comment gérer. » Ces mots sortirent avant qu'elle ne puisse les censurer. Je ressens la même chose et je sais que c'est mal. Je sais que je franchis toutes les limites de ce qui est approprié, mais je ne peux pas l'éviter. Quand je suis avec vous et les filles, je sens que j'appartiens à quelque part pour la première fois depuis que j'ai perdu ma famille. Le moment fut interrompu par le bruit de petits pas dans le couloir. Ils se séparèrent rapidement, reculant à des distances respectables, juste à temps pour que Claire et Béatrice apparaissent à la porte, l'air inquiet. « Papa, nous avons entendu une dame parler fort », demanda Béatrice, regardant entre son père et Hélène. Le baron força un sourire rassurant, reprenant son rôle de père. « Tout va bien, ma chérie. C'était juste une visite qui est déjà partie. Pourquoi n'allez-vous pas avec mademoiselle Hélène dans le jardin? Le soleil est encore beau. » Les filles ne semblèrent pas totalement convaincues, mais acceptèrent l'explication. Hélène les guida dehors, mais avant de sortir, elle échangea un dernier regard avec le baron. Il y avait des promesses tacites dans ce regard, des questions sans réponse et la certitude que quelque chose de fondamental avait changé entre eux. Ils ne pouvaient plus faire semblant que c'était juste une relation professionnelle. Quelque chose de plus profond grandissait, quelque chose qui pourrait à la fois les sauver et détruire tout ce qu'ils avaient construit. Cette nuit-là, Hélène eut du mal à dormir. Elle revivait chaque moment de cette conversation, chaque mot échangé, le toucher de leurs mains, l'intensité dans ses yeux. Elle avait franchi une ligne dangereuse et ne savait pas s'il y aurait un retour en arrière. Que se passerait-il maintenant? L'enverrait-il pour préserver la bienséance? Ferait-il semblant que rien ne s'était passé ou, et c'était ce qui l'effrayait et l'excitait le plus, continuerait-il à explorer ce territoire interdit sur lequel ils avaient marché? Les jours suivants furent d'une tension étrange et presque insupportable. Le baron semblait délibérément éviter Hélène, se tenant occupé dans les plantations de café de l'aube à la tombée de la nuit. Quand il devait interagir pendant les repas du dimanche ou les discussions sur les filles, il était excessivement formel, presque froid, créant une distance qui faisait plus mal qu'Hélène ne l'avait imaginé. Les filles remarquèrent le changement. Claire demanda pourquoi papa ne venait plus les écouter jouer du piano, et Béatrice commenta qu'il semblait triste à nouveau, comme avant l'arrivée d'Hélène. Chaque observation innocente des enfants était un coup de poignard dans le cœur d'Hélène, car elle savait qu'elle était coupable de cette nouvelle mélancolie. En laissant transparaître ses sentiments, en franchissant cette ligne, elle avait créé une situation impossible pour tous. Ce fut un après-midi pluvieux de novembre, alors que les filles étaient occupées avec un puzzle dans leur chambre, que Madame Rose chercha Hélène. La cuisinière était une femme d'âge moyen, robuste et au grand cœur, qui travaillait pour les Montvert depuis plus de 20 ans. Elle avait connu Madame Lucie, avait aidé à la naissance des jumelles et avait pleuré autant que le baron lorsque sa maîtresse était partie. « Mademoiselle Hélène, puis-je vous parler un instant ?» demanda-t-elle, debout à la porte de la salle d'études où Hélène organisait le matériel pour la leçon du lendemain. Hélène lui fit signe d'entrer.
Madame Rose ferma la porte avec précaution et s'assit sur l'une des chaises d'enfant, l'air mal à l'aise. « Je ne sais pas si je devrais m'en mêler, mais je ne peux plus rester silencieuse en voyant ce qui se passe dans cette maison. » Hélène sentit son estomac se nouer. « De quoi parlez-vous » La cuisinière soupira profondément. « Mademoiselle, je travaille ici depuis assez longtemps pour bien connaître le baron. Je ne l'ai jamais vu aussi perturbé depuis la mort de Madame Lucie. Il mange mal, dort encore plus mal, et passe les nuits enfermé dans son bureau, à boire du cognac et à regarder par la fenêtre. Quelque chose s'est-il passé entre vous, n'est-ce pas ?» Hélène sentit la rougeur monter à son cou. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ma relation avec le baron est strictement professionnelle. » Madame Rose fit un bruit d'incrédulité. « Mon enfant, ne me racontez pas d'histoire. J'ai des yeux et je vois comment vous vous regardez tous les deux quand vous pensez que personne ne fait attention. Je vois comment il trouve des excuses pour être près de vous quand vous êtes avec les filles. Je vois comment vous vous illuminez quand il entre dans la pièce. » Hélène ferma les yeux, sentant les larmes menacées. Même s'il y avait quelque chose, et je n'admets pas qu'il y en ait, ce serait complètement inapproprié. Je suis la préceptrice, il est le baron. Ce sont des mondes différents, Madame Rose. Penser autrement serait une folie de ma part. La femme plus âgée se leva et posa une main maternelle sur l'épaule d'Hélène. Au lieu de gâcher la chance d'être heureuse, à cause de conventions sociales qui n'existent que pour maintenir les gens dans des petites boîtes. Cet homme est mort à l'intérieur depuis 3 ans. Vous et les filles êtes les seules choses qui l'ont fait vouloir vivre à nouveau. Et vous, ma fille, avez aussi besoin d'une famille, d'un endroit qui soit vraiment le vôtre. Pourquoi refuser cela à tout le monde ?» Hélène secoua la tête, les larmes coulant enfin. « Parce qu'il ne pourrait jamais vraiment me vouloir. Je ne suis qu'une femme sans famille, sans dot, sans rien à offrir à part mon travail. Et même s'il le voulait, épouser la préceptrice serait un scandale. Les gens parleraient, jugeraient, questionneraient. Je ne peux pas lui faire ça, ni aux filles. » Madame Rose serra son épaule. « Le scandale passe, ma chère, mais le regret dure pour toujours. Et je peux vous garantir une chose, le baron n'est pas homme à se soucier de ce que les autres disent. S'il vous veut, et je pense qu'il vous veut, il se battra pour vous, quelles que soient les rumeurs. » Hélène voulait y croire, mais la peur était plus forte que l'espoir. « Il m'évite, Madame Rose. Il a clairement regretté de s'être ouvert à moi. » La cuisinière secoua la tête. « Il ne regrette pas, il a peur. C'est différent. Il a passé 3 ans à construire des murs autour de son cœur et soudain vous êtes apparu et avez commencé à les démolir. Cela terrifie n'importe qui. Donnez-lui du temps, mais ne fuyez pas non plus, n'abandonnez pas. Parfois, les meilleures choses de la vie exigent que nous soyons courageux. » Avec ces mots, Madame Rose sortit, laissant Hélène seule, avec des pensées confuses et un cœur qui ne savait pas s'il ressentait de l'espoir ou du désespoir. Pourrait-il vraiment y avoir un avenir pour elle et Auguste? Ou se faisait-elle des illusions avec des impossibilités romantiques? La réponse vint de manière complètement inattendue 2 jours plus tard. C'était en début d'après-midi quand Béatrice commença à tousser pendant la leçon de calligraphie. Hélène n'y prêta pas beaucoup d'attention au début, pensant que ce n'était qu'une irritation passagère, mais la toux s'aggrava rapidement, devenant profonde et rauque. Quand elle toucha le front de la petite fille, elle sentit la chaleur de la fièvre. « Claire, va vite chercher Madame Rose. » L'autre jumelle partit en courant, tandis qu'Hélène prenait Béatrice dans ses bras et l'emmenait dans sa chambre. La petite fille devenait de plus en plus chaude, ses yeux brillants de cette lueur dangereuse de la forte fièvre. Hélène la coucha sur le lit, lui enleva sa robe lourde et la couvrit seulement d'un drap léger. Puis elle mouilla un linge dans de l'eau fraîche et le posa sur le front de l'enfant. Madame Rose arriva en courant, suivie de Benoît. Un seul regard suffit à la cuisinière pour comprendre la gravité. Benoît envoyait quelqu'un chercher le docteur en ville, chevaucher vite et trouver le baron dans les plantations de café. Il faut qu'il sache. Le contremaître partit en flèche, tandis que Madame Rose aidait Hélène à s'occuper de la petite fille.
Elles changèrent le drap mouillé de sueur, essayèrent de faire boire de l'eau à Béatrice, appliquèrent des compresses fraîches, mais la fièvre continuait de monter et la respiration de l'enfant commença à devenir lourde, avec un sifflement inquiétant. Claire était debout à la porte, le visage pâle de peur, serrant sa poupée de chiffon. « Béatrice va mourir ?» La question brisa le cœur d'Hélène, mais elle força la fermeté dans sa voix. « Non, ma chérie, ta sœur va s'en sortir. Nous allons prendre soin d'elle. » Le baron arriva 20 minutes plus tard, couvert de poussière rouge, des plantations de café, les cheveux ébouriffés, les yeux écarquillés de panique. Il entra dans la chambre comme un ouragan, alla directement au lit de Béatrice et s'agenouilla à côté, prenant la petite main chaude de sa fille entre les siennes. « Béatrice, papa est là. Tu vas t'en sortir, tu comprends ? Ne me quitte pas, ma fille, s'il te plaît, ne me quitte pas. » Sa voix se brisa sur la dernière phrase et Hélène vit toute la douleur et la terreur d'un homme qui avait déjà trop perdu. Elle posa sa main sur son épaule, offrant un réconfort silencieux. Il leva les yeux humides, et, à ce moment-là, toutes les barrières et les distances des derniers jours disparurent. Il n'était que deux personnes qui aimaient cet enfant et étaient terrifiées de la perdre. Le médecin mit des heures à arriver. Il était 16 heures quand apparut enfin un homme âgé et expérimenté qui examina Béatrice avec soin, tandis que tous observaient anxieusement. Après l'examen, il appela le baron dans le couloir. Hélène resta avec Béatrice, tenant sa petite main, lui murmurant des histoires, même si la petite fille était trop inconsciente pour les entendre. Elle pouvait entendre la conversation étouffée dans le couloir. Le médecin expliquait que cela semblait être une infection respiratoire grave, possiblement une pneumonie. C'était dangereux, surtout chez des enfants si jeunes. Les 2 ou 3 prochains jours seraient critiques. Il devait maintenir la fièvre sous contrôle, faire de la vapeur pour aider la respiration et prier. Il n'y avait pas grand-chose de plus que la médecine pouvait faire, à part attendre et voir si le corps de l'enfant était assez fort pour se battre. Le baron revint dans la chambre pâle comme la cire. Le médecin a dit que quelqu'un doit rester avec elle toute la nuit, surveillant la fièvre. Si elle dépasse un certain point, nous devons la rafraîchir immédiatement, ou il pourrait y avoir des dommages. Hélène n'hésita pas. Je reste. Je ne la laisserai pas seule. Il la sentit clairement reconnaissante, mais aussi tourmentée. Je reste aussi. Claire peut dormir dans la chambre d'à côté avec Madame Rose cette nuit. Pendant les heures qui suivirent, Hélène et le baron se relayèrent pour s'occuper de Béatrice. L'un appliquait les compresses pendant que l'autre préparait de l'eau fraîche. L'un tenait la petite fille quand elle bougeait inquiète avec la fièvre. L'autre courait chercher plus de médicaments ou de couvertures. Ils travaillaient en parfaite synchronisation, unis par le seul objectif de sauver cet enfant. Ce fut aux premières heures de l'aube, quand la fièvre de Béatrice commença enfin à baisser un peu, que le baron s'effondra. Il était assis sur la chaise à côté du lit, la tête dans les mains, les épaules secouées par des sanglots silencieux. Hélène, qui était de l'autre côté du lit, se leva et alla vers lui. Sans réfléchir, elle s'agenouilla à côté de la chaise et l'enveloppa dans ses bras. « Elle va s'en sortir. La fièvre baisse. Vous ne la perdrez pas. » Il s'accrocha à elle comme un homme qui se noie s'accroche à une planche, enfouissant son visage dans son épaule. Toute la douleur et la peur qu'il avait retenues pendant des jours, des mois, des années, débordèrent enfin. « Je ne peux pas revivre ça, Hélène. Je ne peux plus perdre personne. J'ai déjà perdu Lucie. Si je perds mes filles, je ne survivrai pas. » Elle le serra fort, ses propres larmes coulant silencieusement. « Vous ne les perdrez pas. Je suis là. Nous allons prendre soin d'elle ensemble. Vous n'êtes pas seul là-dedans. » Ils restèrent ainsi de longues minutes, trouvant du réconfort l'un dans l'autre, tandis que Béatrice dormait agitée dans le lit. Quand ils se séparèrent enfin, quelque chose de fondamental avait changé entre eux. Il n'y avait plus de place pour les prétentions ou les dénégations. La crise avait révélé ce que tous deux avaient évité d'admettre. Ils avaient besoin l'un de l'autre, d'une manière qui transcendait tout rôle social.
ou attente. Il fallut 3 jours à Béatrice pour se rétablir complètement. Ce furent 3 jours de veille constante, de fièvre qui montait et descendait, de toux effrayantes et de moments d'amélioration qui donnaient de l'espoir. Hélène ne quitta pratiquement pas la chambre, dormant par courtes périodes sur la chaise, refusant de laisser la petite fille. Le baron resta également proche, annulant toutes les obligations de la ferme, déléguant tout à Benoît pour pouvoir être là. Claire fut amenée à rendre visite à sa sœur plusieurs fois, toujours accompagnée de Madame Rose, son petit visage inquiet s'illuminant quand elle voyait que Béatrice allait mieux. Le 3e jour, quand la fièvre céda enfin et que Béatrice ouvrit les yeux en demandant de l'eau et en se demandant pourquoi tout le monde la regardait ainsi, il y eut des larmes de soulagement. Ce fut à ce moment-là, en voyant l'amour pur entre père et fille, qu'Hélène sut avec une certitude absolue. Elle aimait cet homme et ses petites filles. Il ne s'agissait plus d'un emploi ou d'une sécurité financière. Il s'agissait de famille, d'appartenance, de vouloir être là non par obligation, mais parce que son cœur ne pourrait être ailleurs. Quand Béatrice s'endormit enfin d'un sommeil sain et tranquille, le baron fit signe à Hélène de le suivre dans le couloir. Ils descendirent les escaliers en silence, sortirent par la porte de derrière et marchèrent jusqu'au jardin. C'était le début de la matinée. Le soleil commençait à peine à apparaître à l'horizon, peignant le ciel de tons rosés et orangés. L'air était frais, chargé de l'odeur de terre mouillée et de café. « Hélène, » commença-t-il, se tournant pour lui faire face, « ces derniers jours m'ont fait réaliser quelque chose que je niais depuis des mois. Je ne peux plus faire semblant que vous n'êtes que la préceptrice de mes filles. Je ne peux plus garder mes distances ou faire semblant que ce que je ressens n'existe pas. » Le cœur d'Hélène commença à battre plus vite. « Auguste, vous n'avez rien à dire. Je sais que la situation est compliquée, qu'il y a des barrières sociales et des attentes. » Il l'interrompit, prenant ses mains entre les siennes. « Laissez-moi finir, s'il vous plaît. J'ai passé 3 ans mort à l'intérieur, ne fonctionnant que mécaniquement, m'occupant de la ferme et des filles, sans vraiment vivre. Vous êtes arrivé ici comme une bouée de sauvetage, sans même vous en rendre compte. Vous avez apporté la vie non seulement à cette maison, mais à moi. Vous avez apporté l'espoir, la joie, le souvenir qu'il existe encore de la bonté et de la beauté dans le monde. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage d'Hélène. « Vous avez aussi changé ma vie. J'étais à la dérive, sans but, me sentant inutile et jetable. Ici, j'ai trouvé un but. J'ai trouvé l'amour. » « Alors ne me laissez pas continuer à nier l'inévitable, » dit-il, faisant un pas de plus. « Je sais que cela peut sembler précipité. Je sais qu'il y a des conventions sociales qui rendent tout compliqué. » Il prit une profonde inspiration, comme s'il rassemblait son courage pour ce qu'il allait dire. « Hélène Duval, vous avez apporté la lumière dans les ténèbres de ma vie. Mes filles vous aiment comme si vous aviez toujours fait partie de la famille. Et moi, je suis tombé amoureux de vous d'une manière que je ne croyais plus possible après Lucie. » Hélène pouvait à peine respirer. Les mots qu'elle avait tant désiré entendre étaient enfin prononcés. « Je sais que vous êtes venue ici comme préceptrice, » il continua, « mais je ne veux plus que vous soyez seulement cela. Je veux que vous fassiez partie permanente de cette famille. Je veux me réveiller chaque matin en sachant que vous êtes ici. Je veux que mes filles aient en vous non seulement une enseignante, mais une mère qui les aime inconditionnellement. Et moi, » sa voix devint plus douce, presque vulnérable. « Je veux avoir la chance de vous rendre heureuse, de construire quelque chose de nouveau sur les ruines de ce que nous avons perdu. » Il s'agenouilla sur l'herbe humide, tenant toujours ses mains, ses yeux gris fixés sur les siens. « Hélène, j'ai besoin d'une mère pour mes filles, c'est vrai. Mais plus que cela, vous avez besoin d'un foyer et j'ai besoin de vous. Voulez-vous m'épouser ?» Le monde sembla s'arrêter. Hélène regarda cet homme agenouillé devant elle, offrant tout ce qu'elle avait perdu, et plus encore, famille, foyer, amour, appartenance. Ce n'était pas une proposition basée sur une passion débridée ou un roman de conte de fées. C'était quelque chose de plus profond et de plus réel. 2 personnes blessées trouvant la guérison l'une dans l'autre,
deux âmes solitaires, décidant de construire quelque chose de beau ensemble. « Oui, » murmura-t-elle, les larmes coulant librement. « Oui, je veux vous épouser. » Le baron se leva rapidement et la tira dans une étreinte, la serrant comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse s'il la lâchait. Hélène enfouit son visage dans sa poitrine, écoutant son cœur battre fort, sentant la solidité de ses bras autour d'elle. Là, dans ce jardin, à l'aube, avec l'odeur du café dans l'air et le son des oiseaux commençant leur symphonie matinale, elle se sentit enfin chez elle. Quand ils se séparèrent, il tint son visage entre ses mains avec une infinie douceur. « Ce ne sera pas facile, vous savez, il y aura des commentaires, des jugements. Des gens comme Madame Françoise feront scandale, mais je ne me soucie de rien de tout cela si vous êtes à mes côtés. » Hélène sourit à travers ses larmes. « J'ai survécu à la perte de tout ce que je connaissais. J'ai survécu à l'humiliation et au désespoir. Je peux survivre à quelques commérages de la haute société, surtout si je vous ai, vous et les filles. » Il sourit, et c'était un vrai sourire. Le premier qu'elle voyait qui atteignait complètement ses yeux. « Alors, c'est décidé. Nous nous marierons dès que possible. Rien d'élaboré, juste quelque chose de simple et de vrai. Êtes-vous sûr ?» Hélène avait besoin de demander. « Vous ne le regretterez pas ? Je n'ai pas de dot, je n'ai pas de famille pour donner de la respectabilité au mariage. Je n'ai rien d'autre que moi-même. » Auguste embrassa son front avec tendresse. « Vous êtes exactement ce dont j'ai besoin, et quant à la dot, vous m'avez déjà donné plus que n'importe quelle fortune ne pourrait acheter. Vous avez rendu la vie à mes filles et à mon cœur. Cela vaut plus que tout le café de France. » Ils rentrèrent main dans la main. Un geste simple, mais chargé de sens. Dans l'entrée, ils trouvèrent Madame Rose, qui les observa avec un sourire entendu. « Enfin !» murmura la cuisinière, « je pensais que vous n'auriez jamais le courage d'admettre l'évidence. » Hélène rougit, mais Auguste rit. Un son rare et magnifique. « Madame Rose, préparez quelque chose de spécial pour le déjeuner d'aujourd'hui. Nous avons quelque chose à célébrer. » La nouvelle du mariage fut accueillie avec des réactions mitigées, et comme prévu. À l'intérieur de la maison, tout le monde était sincèrement heureux. Claire et Béatrice, quand on leur dit qu'Hélène allait officiellement devenir leur mère, crièrent de joie et se jetèrent dans ses bras. « Pour toujours ?» demanda Claire, ayant encore besoin de confirmation. « Jamais, » promit Hélène. « Je resterai ici avec vous pour toujours. » Les filles dansèrent dans la maison en chantant qu'elles auraient une mère à nouveau. Madame Rose et Benoît embrassèrent Hélène, comme si elle faisait déjà partie de la famille, clairement soulagée de voir le baron retrouver enfin le bonheur. Les autres employés de la ferme, qui avaient vu Hélène s'occuper des filles avec dévouement et avaient été témoins de sa veille pendant la maladie de Béatrice, approuvèrent complètement. Mais en dehors des limites de la propriété, la réaction fut bien différente. Quand la nouvelle arriva en ville, les langues commencèrent à se délier. Une préceptrice sans famille épousant le baron de Montvert. C'était scandaleux. Elle l'avait évidemment séduit. Elle avait profité de la vulnérabilité d'un veuf en deuil. Elle n'était intéressée que par sa fortune. Les spéculations étaient cruelles et infondées, mais se répandaient rapidement dans les cercles sociaux. Madame Françoise, quand elle l'apprit, fut furieuse. Elle envoya des lettres indignées accusant Auguste de déshonorer la mémoire de Lucie, de faire peu de cas des conventions sociales, de ruiner toute chance pour ses filles d'être acceptées dans des cercles respectables. Le baron répondit poliment, mais fermement, précisant que ses décisions n'étaient pas soumises à son approbation ou à celle de quiconque. Le curé de la paroisse locale hésita initialement à officier le mariage, préoccupé par la rapidité des fiançailles et les différences sociales entre les futurs époux. Il fallut qu'Auguste ait une conversation franche avec le religieux, expliquant la situation, défendant le caractère d'Hélène et précisant que ce mariage aurait lieu avec ou sans bénédiction officielle. Le curé céda finalement, touché par la sincérité et la nette transformation qu'il voyait chez le baron.
un homme qu'il connaissait depuis des années et qui n'avait pas souri depuis les funérailles de son épouse. Le mariage fut fixé pour la fin novembre, seulement 3 semaines après la demande. Hélène n'avait pas de robe de mariée. Alors, Madame Rose et les autres servantes travaillèrent jour et nuit pour en créer une. Elles utilisèrent une ancienne robe de Madame Lucie, avec la permission expresse du baron, et l'adaptèrent au corps d'Hélène. Elle était en soie, couleur ivoire, avec des dentelles délicates sur les manches et le décolleté, simple, mais élégante. Quand Hélène l'essaya pour la première fois, elle pleura non seulement pour la beauté de la robe, mais pour sa signification. Elle prenait littéralement la place d'une femme que tout le monde